Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous avons pas mal de participants. On va attendre peut-être une petite minute que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas à nous dire dans les questions si jamais il y a des problèmes. Mais apparemment, tout le monde nous entend bien. Voilà, ça se connecte. Bonjour Isidoro, merci. Bonjour Gilles. Très bien, vous nous entendez, c'est parfait. Bonjour Léo. Merci de nous rejoindre. Voilà, bah écoutez, on va commencer. En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à notre webinaire en partenariat avec le cabinet d'avocats IH, donc cabinet d'affaires français indépendant, dont deux de ses avocats fiscalistes, Laurent Bibot et Céline Boisselier, co-animeront avec moi cette présentation sur les choix et les tenants et les aboutissants des structures de détention patrimoniale. Donc, je suis Pierre Lestan, le directeur général de l'IMO. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'IMO, en quelques mots, c'est la solution d'accompagnement des professionnels de l'immobilier neuf. Aujourd'hui, l'IMO référence environ 85 promoteurs, ce qui représente à ce jour plus de 1700, environ 17 000 lots disponibles sur la plateforme, toutes fiscalités confondues. Nous accompagnons donc les ventes des CGP, CGPI, agents commerciaux, conseillers immobiliers, au travers d'un panel de fonctionnalités très poussées pour vous aider dans vos recherches. Sans toutes les détailler, je vous en cite juste quelques-unes. Les données INSEE, les études locatives foncières, un outil permettant d'effectuer une étude poussée de l'emplacement de la résidence et du programme, avec une vision à 360 et un rapport PDF que vous pouvez transmettre à votre client. Vous avez également à votre disposition la version experte de l'outil Top Invest pour réaliser vos simulations. Mais surtout, l'IMO, c'est une équipe qui vous est dédiée pour vous accompagner de la prospection jusqu'à la livraison du bien et bien plus encore. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux et de partager avec vous ce premier événement que nous organisons avec le cabinet IH sur ce sujet très souvent abordé avec vos clients. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions via la plateforme. Bonjour Emmanuel, bonjour Eric, bonjour, rebonjour Léo. Pendant la session, sur la partie droite de votre écran, nous y répondrons soit en cours, soit à la fin de la présentation en fonction de ces dernières, soit par écrit, si jamais c'est un peu trop personnel. Il est temps maintenant que je laisse la parole à Céline et Laurent pour débuter ce webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Merci Pierre. Bonjour à tous. Alors moi, je vais commencer déjà par quelques mots également, comme l'a fait Pierre sur la présentation du cabinet en quelques secondes pour se concentrer ensuite sur sur le sujet. IH, c'est un cabinet effectivement français indépendant qui a plus de 25 ans. À l'intérieur de ce cabinet, on est 50 avocats. On traite de différents aspects du droit des sociétés, droit social, mais également du droit fiscal. On est une équipe de 5 personnes et on s'occupe notamment de problématiques patrimoniales, dont de l'immobilier, immobilier patrimonial surtout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu l'idée avec Pierre de proposer ce webinaire aux personnes de la plateforme Limo et aux gens qui pouvaient être intéressés par ce type de sujet, qui sont nos clients plutôt des investisseurs, investisseurs personnes physiques, avec différents types de problématiques, et on va le voir puisque les questions reviennent sur le type de structure qu'ils peuvent utiliser dans la construction de leur stratégie patrimoniale. Et donc, on va passer directement sur une des premières pages. Une question qui revient très fréquemment, qui sont de savoir si on doit avoir une structure de détention, donc une société pour détenir son immobilier patrimonial, si on doit plutôt d'ailleurs le détenir en direct. Et donc,
Je laisse la main. Ah bah, peut-être que juste pour commencer, comme vous êtes avocat fiscaliste, Laurent et Céline, euh, peut-être que vous pouvez nous dire que si la fiscalité est le facteur déterminant du choix d'une structure ou finalement s'il y a d'autres éléments plus importants que ce dernier. Alors c'est une bonne question. Alors, alors nous sommes avocats fiscalistes, hein, Céline et moi. Donc on fait du fiscal toute la journée, mais pas que, parce qu'un fiscaliste ça fait pas que du fiscal. C'est une matière qui s'arroge et qui s'appuie sur d'autres matières. C'est une question qui revient également souvent de la part des clients qui peuvent venir nous voir, de savoir est-ce que la fiscalité est le facteur clé ou essentiel dans le cadre d'une stratégie patrimoniale. Et alors là, notre réponse, si on peut avoir une réponse unique ou commune aux différents investisseurs, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être la seule d'ailleurs, c'est que la fiscalité n'est pas le critère essentiel à retenir pour choisir sa structure de détention patrimoniale. Et c'est des avocats fiscalistes qui vous le disent, mais il y a d'autres critères, et c'est en général d'ailleurs avec les discussions avec les personnes qui viennent construire leur patrimoine, qui veulent construire leur patrimoine, il y a d'autres critères qui sont déterminants. Et on va le voir d'ailleurs dès notre préambule sur le pourquoi recourir à une structure de détention. Il faut se dire que la fiscalité, effectivement, est un critère qui est très important puisque l'impact fiscal vient grever la rentabilité d'un bien, mais ce n'est pas effectivement le critère essentiel. Oui, tout à fait. Donc nous, quand on a construit ce séminaire, on a voulu répondre à la question qui se pose dès qu'on investit dans l'immobilier. Est-ce que je dois investir en direct ou est-ce que je dois investir via une structure? Donc en fait, l'objectif de ce séminaire va être de vous expliquer en quoi il est intéressant d'investir via une structure, dans quelle structure il faut investir, enfin en tout cas quelles sont les structures communément utilisées par les investisseurs. Et en dernier lieu, on parlera bien évidemment de fiscalité, même si comme Laurent vient de vous le dire, la fiscalité n'est pas le premier point qu'on doit retenir lorsqu'on décide de choisir une structure immobilière. Le premier point va être toujours de regarder quels sont les objectifs de celui qui veut investir. Voilà, donc si on se pose la première question de savoir pourquoi une structure de détention, on va tout de suite regarder quels sont les principaux avantages de la structure de détention. Donc, le premier avantage de la structure de détention, ça va être de transformer, ce qu'on dit, transformer la pierre en papier. C'est-à-dire, au lieu de détenir l'immeuble en direct, on va détenir des droits sociaux. Donc, l'avantage principal de détenir des droits sociaux plutôt que de détenir un immeuble en direct, ça va être d'éviter l'indivision. Donc, l'indivision, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de détenir un immeuble en direct à plusieurs personnes. Donc l'indivision va se rencontrer la plupart du temps dans le cadre de succession, par exemple, où l'un des conjoints décède et ça va être son conjoint survivant et ses enfants qui vont se retrouver copropriétaires en indivision d'un bien immobilier. Mais ça peut être aussi dans le cas d'un achat immobilier, si une personne décide d'acheter avec son conjoint, avec son partenaire de Pacs, avec ses enfants. Donc, dans ce cas-là, si on ne fait rien, en réalité, si on acquiert en direct, on se retrouve dans une situation d'indivision. Et cette indivision n'est souvent pas souhaitable parce qu'elle a des règles qui sont relativement lourdes en matière de gestion, puisqu'elle requiert l'unanimité pour faire tout ce qu'on peut vouloir faire sur un bien immobilier, c'est-à-dire faire des travaux, vendre le bien. Donc, on va se retrouver rapidement confronté à des difficultés, et notamment si on a des difficultés à s'entendre, puisqu'au début, tout peut très bien se passer, mais il peut arriver qu'on ait des cas de mésentente. Ça peut arriver, par exemple, très régulièrement dans le cadre de succession. On a eu à en connaître dans certains dossiers, où voilà, l'indivision n'est pas souhaitable. Donc, le fait de créer une structure et de distribuer entre les différents titulaires du bien immobilier des parts sociales, des droits sociaux, va permettre d'éviter l'indivision, puisque au travers de la structure sociale, dans les statuts, on va pouvoir décider des modalités de prise de décision. Selon la structure, il y aura des modalités de prise de décision différentes, mais en tout état de cause, il va être très rare que l'unanimité soit la règle dans le cadre d'une structure. Donc, la structure va nous apporter cette souplesse. Ouais, deux points complémentaires de retour sur retour de dossier. C'est vrai que l'indivision, c'est en général ce pourquoi, et c'est en lien d'ailleurs avec le deuxième point de la page que vous avez en face de vous sur la transmission intrafamiliale.
c'est en général le point majeur que les investisseurs veulent éviter pour notamment éviter de se retrouver avec des personnes, dans le cadre d'une succession très généralement, qui ont des profils différents. On sait par exemple que certains ont une appétence particulière pour aller faire de l'investissement immobilier. On sait que par exemple des personnes qui reçoivent des biens en indivision du fait d'une succession peuvent avoir une appétence au risque qui n'est pas la même, une appétence à faire de l'investissement qui n'est pas la même, et en général on se retrouve très rapidement dans des conflits, très rapidement également dans des situations où un des indivisaires veut vendre, et malheureusement dans le cadre de l'indivision on ne peut pas empêcher un indivisaire de vendre. Il est vrai que quand on met déjà les biens dans une structure, et là j'alerte aussi sur la rédaction de la documentation juridique dans ce cas-là, on peut prévoir des systèmes de protection puisque évidemment on évite l'indivision. Je fais juste un point également, alors qui peut être un inconvénient, sauf si effectivement la rédaction de la documentation juridique, notamment des statuts, est bien faite, c'est que il y a un cadre légal dans l'indivision, et en général, alors c'est très courant, c'est quand vous avez dans le cas d'une succession et qu'une personne, un des conjoints décède, vous avez une protection légale du conjoint survivant, automatique, qui peut conserver le bien pendant 1 an avec une option pour pouvoir le conserver ensuite plus longuement. Ce n'est pas le cas quand vous avez le bien type résidence principale, par exemple, en SCI. Donc il faut prévoir de gérer ce point dans les statuts. Donc il y a des questions à se poser quand on veut rentrer dans une structure, puisqu'on sort d'un cadre potentiellement légal qui est protecteur. Voilà. Et donc, concernant ce deuxième point, concernant la transmission, effectivement, le fait de pouvoir se placer en structure va permettre de faciliter la transmission intrafamiliale. Donc, si vous souhaitez transmettre un bien immobilier à vos enfants, ça va être beaucoup plus simple de le faire dans le cadre d'une structure. Comme vous le savez, on a un abattement de 100 000 € par enfant tous les 15 ans, un abattement de droit de donation. Et voilà, si on a un bien immobilier, qu'on a 2 enfants, on ne va pas pouvoir découper le bien immobilier et dire à son enfant, je te donne que 100 000 € de ce bien immobilier. En revanche, si le bien immobilier est placé dans une société, on va pouvoir donner à l'enfant des parts à hauteur de 100 000 €, et ce qui permettra de lui transmettre en franchise de droit de donation une partie du bien immobilier. Et comme on peut bénéficier de cet abattement tous les 15 ans, ça peut être une stratégie de dire, voilà, je donne une partie jusqu'à 100 000 € à un enfant quand il est très jeune, et puis 15 ans plus tard, je vais lui redonner un certain nombre de parts, l'équivalent de 100 000 €, et ça va permettre de transmettre de manière graduelle. Donc ça, c'est un avantage significatif de se placer en structure. Vous pourrez beaucoup moins facilement le faire si vous détenez le bien en direct. Et de la même manière, si on veut encore optimiser les choses, on peut dans ce cadre-là utiliser un démembrement de propriété et faire en sorte de donner uniquement aux enfants la nue propriété d'un bien immobilier tout en conservant l'usufruit, ce qui permettra de réduire la base imposable au droit de succession, au droit de donation, et donc de donner plus et plus rapidement. Ouais, et par ailleurs, c'est vrai que quand on a une transmission de patrimoine qui est correctement préparée à l'avance, ça permet d'optimiser les frais de donation, les frais de succession dans le cadre d'un décès. On essaye également, ça permet parfois, mais le sujet peut être complexe en intrafamilial, c'est d'éviter les conflits. Ça peut être notamment quand par exemple, il y a des enfants d'un premier lit ou des situations familiales avec des remariages. C'est des cas de conflits qui peuvent apparaître dans nos dossiers qu'on voit, qui sont assez fréquents. Et donc les 2 questions en général que les personnes se posent quand ils viennent nous consulter, c'est comment optimiser déjà la donation de mon vivant, tout en conservant évidemment au départ la gestion du bien et les revenus de ces biens. Et puis ensuite, c'est comment éviter une fiscalité relativement lourde sur la transmission des biens immobiliers au moment de mon décès à mes héritiers. Il y a peut-être un point auquel je pense, excuse-moi Laurent, c'est que aussi de transmettre des parts sociales ou des actions, on n'a pas besoin de passer par un notaire.
contrairement à une transmission immobilière. Donc, ça permet aussi un gain, finalement, de transmettre des droits sociaux plutôt que l'immeuble en direct. C'est vrai. Même si on a quand même, nous, tendance à faire participer les professionnels avec qui on travaille dans notre réseau, notamment parce que passer par des experts comptables, passer par des gestionnaires de patrimoine, passer par des notaires, ça permet aussi de border les choses et chacun dans sa spécialité de pouvoir sortir des dossiers qui sont propres pour les clients, notamment sur notre profil de clientèle qui peuvent avoir des revenus locatifs ou des patrimoines très importants. Oui, ou en cas de démembrement, c'est quand même plus sécurisé effectivement de passer par un notaire. Et peut-être dernier point sur la base réduite pour la déduction de l'emprunt qu'on voit dans le deuxième bullet point. Il y a effectivement aussi une optimisation qui peut être celle d'apporter des biens ou de faire vendre les biens à une structure qui s'endette. Et ce qui fait qu'au moment de la donation, on le fait sur une base réduite puisque valeur de l'actif moins dette fait qu'on réduit mécaniquement la base d'imposition au droit de donation. Alors les banques en général sont pas très chaudes à vouloir faire ce type de schéma quand il n'y a pas de perspective justement patrimoniale de transmission à des enfants, intrafamiliales, parce que les banques veulent pas vous financer de la trésorerie. Mais par contre, quand vous travaillez avec effectivement un gestionnaire de patrimoine, vous travaillez avec un notaire, un expert comptable qui a une démarche véritablement patrimoniale et qui n'est pas que de récupérer de la trésorerie ou qui n'est pas que fiscale, puisqu'on alerte aussi sur les schémas qui pourraient être à visée exclusivement ou principalement fiscales qui sont pas une bonne solution. Effectivement, la structure est en général un incontournable. Alors là, on a parlé des avantages de la structure, notamment dans le cadre familial, mais il peut aussi y avoir un intérêt d'entrer dans une structure quand on est co-investisseur, qu'on n'est pas de la même famille, et qu'on a juste envie de se constituer un patrimoine immobilier à plusieurs. Donc l'intérêt majeur d'avoir une structure, ça va être tous les deux de permettre d'amener son patrimoine dans cette structure et d'acheter un bien d'une valeur plus importante qu'on aurait pu le faire pour acheter seul. Et ça permet à cet égard d'augmenter la capacité d'emprunt, puisque les banques vont avoir 2 personnes au lieu d'une, elles vont être plus enclines à prêter un montant qui est échéant plus important. Donc ça peut être aussi un point important pour des co-investisseurs, disons tiers, d'entrer dans une structure pour acheter un bien immobilier. Ouais, un petit point pratique aussi, mais ça je pense que si vous avez les personnes qui nous suivent ont déjà fait des investissements immobiliers ou veulent en fait se préparent à en faire et regardent un petit peu ce qui peut se passer sur Internet ou dans des livres ou commencent à parler avec leur banquier. La structure, en général, une structure, on dit souvent, alors il y a la société civile, on y viendra, puis il y a la SAS, donc il y a des sociétés à responsabilité illimitée, des sociétés à responsabilité illimitée. En général, les banques s'arrêtent pas là. Par exemple, c'est pas parce que vous allez mettre une société à responsabilité limitée que la banque va pas aller vous demander une sûreté personnelle directement auprès des actionnaires. Donc la structure d'un point de vue bancaire, quand on voit par exemple une augmentation de la capacité d'emprunt, oui, si on vient avec d'autres personnes qui ont également de la capacité de financement. Attention aussi, on viendra dans les slides après, attention aussi au fait que la structure en tant que telle ne va pas être en général seule à porter le risque. Les banques sont très enclines en général à demander une sûreté également sur les actionnaires ou les associés. Donc, ensuite, sur un autre sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer finalement avec les différentes structures selon les besoins de chacun et leurs objectifs. Donc, on a des structures, on va le voir dans les slides suivants, qui sont des structures opaques, c'est le cas de la SAS, et des structures qui sont transparentes. Donc, selon ses besoins, on va plutôt pouvoir opter pour l'une ou pour l'autre. S'agissant des structures transparentes fiscalement, ça va permettre à l'associé de recevoir directement les revenus ou les déficits de la société et, par exemple, s'il a un taux d'imposition très important, de pouvoir recevoir, sous certaines conditions, on le verra, de bénéficier des déficits liés à l'activité immobilière. Alors, avec des limites. On verra peut-être après, mais il y a des limites dans l'utilisation des déficits, évidemment. Alors ça, on vous a fait un slide qui est un peu plus dédié, notamment sur des structures qui sont à l'IS. Notamment, alors là, on entend souvent, j'ai souvent vu parler de SCI à l'IS. C'est vrai que nous, on n'est pas, on ne sait pas forcément de faire des SCI à l'IS, même si c'est possible, on en parlera.
Nous, on a plutôt tendance à conseiller la SAS, qui est la société commerciale par excellence, qui est extrêmement souple, même si la SCI en tant que telle peut l'être. Mais dans un cadre de société opaque, hein, comme vient de le dire Céline, dans une stratégie de société opaque, il peut y avoir, notamment pour baisser la pression fiscale sur certains investisseurs ou dans une perspective de venir construire un patrimoine, des stratégies où on ne veut pas venir ajouter des revenus locatifs à ces autres revenus, par exemple salariés, d'indépendants, et qui sont eux soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que les revenus locatifs viendraient augmenter finalement soit l'impôt que la personne va payer, que le contribuable va payer, mais également potentiellement faire changer de tranche le contribuable, hein, la tranche qui peut aller en taux marginal, donc maximum qui peut aller jusqu'à 45%. Et donc, dans une stratégie, par exemple, de construction de patrimoine, quand une personne a déjà des revenus à côté et ne souhaite pas percevoir forcément des revenus locatifs au fil de l'eau, on peut avoir effectivement une stratégie de mettre en place une structure dédiée opaque à l'IS, parce qu'on ne veut pas ajouter les loyers à ces autres revenus, parce qu'on n'a pas besoin de trésorerie à court terme et donc on n'a pas besoin de sortir les loyers de la structure, on y reviendra peut-être après, puisque dans les structures opaques, la société donc, a une personne morale et on est obligé de faire des distributions de dividendes en général, pour faire simple, pour percevoir le cash. L'avantage de la structure IS, c'est qu'on peut avoir une fiscalité qui est en général plutôt modérée par rapport à ce qu'on peut voir dans les taux au barème progressif de l'impôt sur le revenu, puisque pendant la vie de la structure, hein, quand on perçoit les revenus locatifs, et on le verra, ce qui peut être intéressant avec les sociétés, notamment IS, mais ça, il y a d'autres régimes qui peuvent venir s'appliquer. C'est l'amortissement des biens, hein, en général, c'est ce qu'on cherche. On vient chercher à amortir fiscalement et comptablement le bien. On cherche à amortir les frais de notaire, les frais d'avocat, les frais d'agence immobilière, ce qui vient réduire en fait le résultat fiscal. Et dans les sociétés à l'IS, on a un taux qui est quand même plutôt très favorable, qui est à 15%, sur un résultat fiscal imposable qui va jusqu'à 38 120 €. Et taux de l'IS normal au-delà, qui est actuellement à 26,5. Donc on est quand même quelqu'un qui est dans un taux effectif d'impôt sur le revenu avec déjà des revenus à côté confortables, qui peut passer la barre des 30, 40, 45%. Effectivement, on voit par exemple là dans une stratégie de ne pas utiliser la trésorerie que le taux d'IS à 15% est quand même qui peut être très intéressant. Et par ailleurs, l'investisseur qui a une tendance modérée au changement et au risque, notamment sur des investissements personnels patrimoniaux, c'est que en général, les sociétés à l'IS, même si le régime fiscal peut venir changer, il y a une forme de stabilité du régime fiscal à l'impôt sur les sociétés qui est en général plus stable que la fiscalité à l'IR, qui peut, en fonction des fluctuations politiques et des volontés, on va dire, politiques d'aller vers tel ou tel investissement plutôt part de société, plutôt immobilier, voilà, ce genre de choses, est quand même plus instable et sur une perspective d'investissement qui peut être de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, être plus on va dire, dans l'anticipation en tout cas de l'investisseur, plus agréable pour lui et plus sécurisant. Ouais. On a quand même voulu… Peut-être avant que vous parliez des inconvénients, j'ai une question de Jean-Baptiste qui dit on parle souvent de passer sa résidence principale en société. Est-ce une bonne idée? Alors, je ne sais pas si vous allez en parler dans les inconvénients, mais… Non, alors effectivement, c'est une très bonne question parce que ça se pose effectivement de se dire, voilà, j'investis, je me mets en société, mais quid de ma résidence principale? Donc, si on a envie de transmettre sa résidence principale à ses enfants, sur le principe, enfin de transmettre en tout cas à ses enfants ou à d'autres personnes, ça peut être une bonne idée, effectivement, avec tous les avantages que j'ai évoqués précédemment. En revanche, il faut quand même bien réfléchir au sujet parce que, comme Laurent aussi l'évoquait tout à l'heure, vous savez qu'en tant que conjoint survivant, en cas de décès, le conjoint survivant dispose d'un droit à viager pendant 1 an. Il a le droit de se maintenir dans la résidence principale du couple pendant 1 an.
Et alors, si on place cette résidence principale dans une société, le conjoint survivant n'aura plus cette possibilité par nature. Ce droit de viager au logement ne lui sera plus ouvert. Donc, il va falloir quand même réfléchir. Bon, il va bien sûr être possible de toujours protéger le conjoint survivant à travers la rédaction des statuts. Mais dans ce cas-là, il va falloir faire très attention en rédigeant les statuts et à réfléchir voilà, aux conséquences ultérieures du décès pour être sûr que le conjoint survivant va pouvoir continuer à rester dans la résidence principale du couple et ne pas avoir d'inconvénient à perdre son droit de viager au logement. Un autre aspect que je vais évoquer rapidement, puisqu'on n'en parlera pas plus avant dans ces slides et ça pourra faire l'objet le cas échéant d'un autre séminaire, mais c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Comme vous savez, en matière d'impôt sur la fortune immobilière, quand on détient un bien en direct, qui est sa résidence principale, on a un abattement de 30%. Donc ça peut permettre, vous savez, le seuil de l'IFI, c'est 1,3 million. Donc grâce à cet abattement de 30%, on peut parfois arriver à être sous le seuil de l'IFI, alors que sans cet abattement, on n'y serait pas forcément. Le fait de placer sa résidence principale dans une société ne permet plus d'avoir cet abattement de 30% à l'IFI. Donc c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir. Bon, là encore, il faut bâtir une stratégie globale, parce qu'effectivement, si vous mettez la résidence principale dans une société, ça va peut-être dire que vous allez pouvoir la transmettre en partie à vos enfants. Donc finalement, en transmettant une partie de la résidence, une partie des parts de la société, vous allez détenir moins de la valeur représentative de l'immobilier, donc vous ne serez peut-être plus dans le champ d'IFI. Donc voilà, mais disons que le fait de placer sa résidence principale en société, c'est quand même plus discutable. Il faut vraiment y réfléchir et peser le pour et le contre, et en tout cas bien rédiger les statuts de la société dans ce cadre-là spécifique. Plus l'exonération en résidence principale, je ne sais pas si tu l'as oui. dit. Ok. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça... Tu parles des inconvénients. Voilà, je voulais vous parler rapidement des inconvénients. Enfin, rapidement. Quels sont les inconvénients, finalement, d'avoir une structure de détention ? Évidemment, une structure de détention, il va falloir la constituer. Donc, il va y avoir un coût de départ de constitution de la structure de détention. Donc, pour vous donner une idée, une structure, ça va être, disons, 1 500, 2 000 euros. Si on prend les frais d'avocat et les frais légaux au greffe, parce qu'il y a des frais légaux de constitution greffe, bon, disons grosso modo 1 500 euros, 2 000 euros. Bon, après, ça, c'est un coût spot qui peut évidemment être intéressant dans le cadre d'une structuration globale immobilière. C'est un coût qui intervient une fois. En revanche, vous avez des coûts annuels de fonctionnement, puisqu'il va falloir tenir généralement des AG dans ces sociétés. Donc, une fois par an, vous aurez une AG à tenir. Ça veut dire qu'il faudra tenir un PV d'AG et il faudra publier ce PV d'AG au greffe. Donc, avec des coûts légaux, et relativement réduits, mais vous avez un coût annuel. Là encore, je veux dire que ça va peut-être coûter 1 000 euros, 1 500 euros. Et l'un des autres points, c'est dès lors qu'on va louer en meublé, on va parler des différences nu meublé, mais dès lors qu'on va louer en meublé, on va amortir le bien. Donc, le fait d'amortir le bien, ça va imposer de tenir une comptabilité. Donc, ça va être un coût, il va falloir recourir à un expert comptable. Bon, il y a des experts comptables qui travaillent très bien pour des coûts relativement réduits. Si vous avez un bien immobilier, 2 biens immobiliers, ça ne va pas être un coût exorbitant. Mais effectivement, il faut aussi avoir ça en tête, c'est que dès lors qu'on va se structurer un petit peu, on va avoir des coûts. Mais s'agissant de ce coût de comptabilité du loueur meublé, vous aurez le même coût si vous détenez des biens immobiliers que vous louez meublés en nom propre. Vous devrez également tenir une comptabilité. Donc finalement, ce coût de comptabilité, qu'on l'a en nom propre, qu'on l'a en structure, il ne va pas y avoir une vraie différence. Donc si on fait une petite synthèse rapide sur l'intérêt de recourir à la structure de détention, donc on a vu, l'intérêt majeur, c'est d'éviter l'indivision, c'est la possibilité de transmission, c'est d'avoir une capacité d'emprunt plus élevée, etc., tout ce qu'on a pu vous dire. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le fait d'investir en nom propre ne recèle pas ses avantages, en fait. Donc, il n'y a pas un réel intérêt d'investir en nom propre, sauf peut-être la simplicité, parce que vous allez vous éviter ce qu'on vient de se dire, j'ai une structure à gérer, j'ai des coûts de constitution, j'ai des AG à tenir. Donc, en réalité, la seule différence, le seul intérêt du nom propre, ça serait, disons, la simplicité, je pense. Et comme on l'a dit, comme on l'a exposé, finalement, là, tous les avantages dont on a parlé, ce sont des avantages juridiques.
en réalité. Et donc, ça rejoint ce que Laurent disait en début de séminaire, c'est que quand on choisit de recourir à une structure de détention, la priorité, ça ne va pas être la fiscalité. C'est tout d'abord quels sont vos objectifs, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux me faire un complément de revenu, est-ce que je veux me constituer à long terme, moyen terme une retraite, est-ce que je veux assurer la transmission. Et dans ce cadre-là, on va avoir différentes structures avec différents objets. Tu veux faire la SCI? Oui, donc c'est… Pardon, Pierre? C'est ce que vous dites, il y a pas de forme standard, c'est-à-dire qu'il y a autant de… Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Oui, ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a pas de forme standard. Il n'y a pas de forme standard. Donc nous, dans le cadre de ce séminaire, on a voulu vous présenter les 3 modes de détention, disons les plus courants et les plus simples d'utilisation. Donc on va parler de 3 modes de détention. Ça va être une détention via une SCI, une détention via la SAS ou une détention via la SARL de famille. Donc la SCI, Société Civile Immobilière, donc là c'est la structure, disons, la plus commune. On connaît, dès qu'on parle d'immobilier, on parle. Ouais, c'est plutôt un réflexe, SCI, je dirais. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un avantage, hein, il y a des avantages à avoir une SCI, c'est évident, mais j'ai envie de dire que la SCI jouit même d'un historique, Dès qu'on pense immobilier, on pense à SCI. Dans notre présentation, nous, on parle de la SCI à l'impôt sur le revenu, SCI à l'IR. Oui, parce qu'il faut peut-être dire que, voilà, on peut, dans le cas de la SCI, avoir une SCI à l'IS. À l'IR ou à l'IS. Mais pour nous, la SCI à l'IS n'a pas forcément d'intérêt particulier par rapport à une SAS. C'est pour ça que quand on parlera de SCI dans la présentation, on ne parle que de SCI à l'IR, puisque les structures de type opaque, on ira plutôt vers la SAS. Ouais. Donc, dans le cadre de la SCI à l'impôt sur le revenu, cette structure, elle va être utilisée uniquement pour des activités civiles. Et donc, puisque en réalité, dès lors que la SCI à l'impôt sur le revenu va exercer une activité commerciale, elle va basculer dans le champ de l'impôt sur les sociétés. Donc, en fait, elle ne pourra plus être utilisée en tant que SCI à l'IR. Donc, qu'est-ce qu'on entend par activité civile? L'activité civile, c'est la location nue, donc non équipée. Contrairement à la location meublée. Donc, en fait, première chose à avoir en tête, c'est dès lors qu'on veut faire de la location meublée, on ne peut pas recourir à la SCI, ça ne marchera pas. Enfin, à la SCI à l'IR, pardon, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous êtes dans la SCI à l'IR, c'est pour faire de la location nue. Donc, l'avantage principal de la SCI à l'IR, ça va être la translucidité fiscale. Donc, la translucidité fiscale, c'est un régime particulier qui permet de déterminer un résultat au niveau de la société. Donc, ça veut dire, en réalité, ça va être les recettes au loyer moins les charges liées à l'activité. Donc, ça va être déterminé au niveau de la société, puisque c'est la société qui détient le bien, mais c'est l'associé qui va être imposé directement. Donc, en fait, dès lors que la société, la SCI à l'impôt sur le revenu, va réaliser un résultat positif, l'associé va être automatiquement imposé à l'impôt sur le revenu. Donc là, ça peut être, on verra, ça peut être désavantageux pour lui dans le sens où il va, s'il a déjà un taux d'imposition élevé, il va être imposé directement au taux marginal de l'impôt sur le revenu qui est de 45%, auquel vont se surajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc on peut aboutir à des taux d'imposition très élevés, jusqu'à plus de 62-64%. De fiscalité sur le revenu, sur le résultat fiscal positif. Donc effectivement, dans une stratégie patrimoniale, notamment de construction de patrimoine, et ça revient à notre point juste avant, c'est-à-dire que quand on est dans une stratégie plutôt de pas forcément percevoir le revenu tout de suite, mais de construire un patrimoine, c'est vrai que le recours à une SCI à l'IR, par exemple, n'est pas la structure qu'on va forcément choisir. Par exemple, par contre, si on veut percevoir les revenus au fil de l'eau, même si on a une fiscalité élevée, puisque la fiscalité ne doit pas vous empêcher non plus de percevoir un revenu, c'est pas parce qu'on a de la fiscalité, même si elle est élevée, qu'on doit s'empêcher de percevoir le revenu. Il vaut mieux avoir un revenu même fiscalisé que pas de revenu du tout, dans certains cas. La SCI à l'IR peut être notamment dans une perspective également de transmission, de rédaction de statut avec des clauses d'agrément, ce genre de choses, d'assurer une retraite, de s'assurer une retraite si on veut percevoir des revenus au fil de l'eau, ça sera une très bonne structure. Exactement. Et donc le corollaire finalement de cette translucidité fiscale, de se dire voilà, je suis imposé directement à l'impôt sur le revenu sur les revenus réalisés par la structure, c'est s'il y a des déficits, je vais pouvoir aussi remonter les déficits. Bon,
et en bénéficier directement sur mon revenu. Bon, on verra tout à l'heure, on le détaillera un petit peu plus avant, qu'il y a certaines conditions et certaines modalités spécifiques. Juste un petit point complémentaire sur la SCI qu'il faut avoir en tête, c'est que la SCI, c'est une structure pluripersonnelle. Donc, par nature, si vous créez une SCI pour détenir un bien, il faut qu'il y ait au moins 2 associés. Donc, vous pouvez très bien donner une part à une personne. Si vous voulez détenir 100% du bien, mais le placer en structure, vous pouvez très bien détenir 99% de la SCI et donner 1% à une autre personne. Mais il faut bien avoir en tête que la SCI, c'est pluripersonnel. À côté, on a la SAS, du coup. La SAS, effectivement, ça peut être un outil intéressant quand on fait de la location meublée, mais pas que, puisque la SAS, à partir du moment où on a une activité commerciale, on peut faire de la location meublée, mais on peut également faire de la location nue. On peut également faire, par exemple, de l'achat-revente, ce que vous n'allez pas pouvoir faire dans une SCI à l'IR. Donc, si vous avez tendance à... C'est comme quand on boursicote, mais si vous achetez des biens, que vous les retapez, que vous les revendez quand même relativement à court terme et que vous faites des opérations relativement, de façon successive, la SAS peut être une bonne solution du fait de l'activité commerciale en fait qui va être réalisée par la SAS. La SAS, donc, c'est une société, contrairement à la SCLIA, c'est une société qui va être opaque. C'est-à-dire que la fiscalité va être déterminée à son niveau, mais il y aura également, s'il y a du résultat fiscal positif, il va y avoir un impôt qui va être payé au niveau d'abord de la structure. Et si le cash est remonté, s'il y a du cash et qu'il est remonté au niveau des actionnaires, il y aura une seconde imposition au niveau des actionnaires. Donc, il faut garder en tête que quand on met une structure opaque en place, il va y avoir un double niveau d'imposition. C'est d'ailleurs souvent quand on lit des choses sur Internet, parfois ce qu'on peut reprocher à la SAS, c'est ce double niveau d'imposition. Une fois au niveau de la société, une fois au niveau des actionnaires. Nous, quand on regarde en fait dans nos dossiers, quand on met des chiffres, on se rend compte que c'est pas si catastrophique que ça, et parfois ça peut même être plus intéressant que de la transparence fiscale, en fonction des cas. Si on est dans le taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Notamment si on est dans le taux réduit à 15% au départ, et au moment où on se fait la distribution du dividende, on va être à ce qu'on appelle la flat tax PFU de 30%. Finalement, mis en perspective avec... ça nous fera un taux effectif. Ça fait un taux effectif qui peut être voilà, plus... C'est 22,5 alors que tout à l'heure, on parlait de taux qui étaient à 62-65%. Voilà, donc SAS, double structure, enfin double imposition, quand vous entendez double imposition parce que SAS, en fait, si vous mettez des chiffres en fonction des situations, et ça c'est toujours en fonction des situations, c'est pas toujours vrai. Voilà. L'avantage avec la SAS, c'est que vous avez donc une responsabilité qui est limitée, non solidaire, contrairement à la SCI, avec une responsabilité indéfinie. Donc la banque peut venir vous chercher directement en tant qu'associé, mais en pratique, même si vous faites une SAS pour faire de l'investissement immobilier, les banques ont quand même tendance, alors ça dépend évidemment en fonction de votre patrimoine, du cash que vous pouvez avoir également dans votre structure, mais en général, les banques ont tendance à vouloir aller chercher les sûretés directement au niveau des actionnaires, donc c'est un point qui est à relativiser. Un des avantages de la SAS, c'est qu'elle peut être unipersonnelle, donc si vous êtes un investisseur unique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un associé. Vous pouvez être tout seul dans votre structure. Et c'est d'ailleurs une structure qui peut détenir elle-même une autre structure. Et c'est une structure qui peut détenir une autre structure. On peut faire plein de choses avec la SAS, mais on ne va pas le traiter parce que c'est des structures qui sont plus complexes. Alors vous verrez que dans les slides d'après, on montre un cas pratique qu'on a eu au cabinet où on a fait une sorte de millefeuille de SAS, mais parce qu'il y avait c'était un cas très spécifique. On peut peut-être passer à la SARL de famille. Donc, juste peut-être tu peux. Non, Laurent, est-ce que vous pouvez revenir à la slide précédente? J'ai deux petites questions qui ne sont pas inintéressantes. Je vous fais les questions. Alors la première, ce serait la grande fiscalité entre une structure transparente et une structure opaque. Première question. Deuxième question qui est intéressante, c'est est-il possible de transformer une SCI à l'IS en SAS? Et troisième question, est-il possible d'avoir des associés mineurs en SAS?
Alors SCIS en SAS, c'est pas, enfin, on peut le faire, mais c'est pas forcément utile puisque à partir du moment où vous avez déjà en fait la SCI, à partir du moment où vous faites une activité commerciale de type meublé, vous êtes à l'IS. Donc ça voilà, fonctionne. Vous avez le même régime fiscal. Donc vous avez le donc, régime fiscal. Donc en SCIS ou en SAS, bon, il n'y aura pas un changement majeur. Nous en fait c'est vrai qu'on a un réflexe en juriste de se dire que la société civile immobilière, c'est pour faire de l'activité civile, qui est donc normalement de la location nue, à l'exclusion de toute activité commerciale. Et donc, on a tendance à se dire, quand on est dans une activité commerciale, on passe sur la SAS. Mais on peut parfaitement faire de la SCI-LIS, c'est exactement le même régime fiscal. Oui. Voilà. La troisième question, c'était celui des mineurs dans la SAS. Oui, ça va être possible. Après, il y aura toujours dès lors qu'on va vouloir vendre le bien, etc., il va falloir prendre des précautions. Et certaines fois, il faudra recourir au juge des tutelles. Si on veut, par exemple, un mineur détient des parts de société, on veut qu'il les vende ou on veut les répartir différemment, il faut recourir au juge des tutelles. Donc, ou alors à un administrateur provisoire. Donc, dès qu'on a un mineur en société, c'est tout à fait possible. Vous pouvez transmettre des parts de société à votre enfant mineur. Toutefois, il va falloir prendre des précautions dans ce cadre-là. Je vous dis, en recourant soit au juge des tutelles, ça c'est assez lourd, mais de manière plus simple, vous pouvez nommer un administrateur qui peut être un ami, quelqu'un qui est plutôt tiers à la famille, qui représentera le mineur dans toutes ces opérations-là et qui permettra de faciliter les choses. Et la première question, j'ai oublié. Et la première question, c'était la différence de fiscalité entre une structure transparente et une structure opaque. Ah bah la différence, c'est ça qu'on vient d'évoquer, mais on va y venir peut-être juste après. En fait, la structure, pour faire simple, la structure opaque, c'est le taux de l'impôt sur les sociétés. La structure transparente, c'est la fiscalité de l'associé. Donc en général, c'est impôt sur le revenu, barème progressif plus prélèvements sociaux à 17,2 aujourd'hui. Voilà. En fait, Laurent et Céline, il y a les questions affluent, donc on va ouais, avancer. Je vois. À nos C'est comme une Matrix. C'est passionnant. C'est passionnant, mais on va essayer d'avancer un tout petit peu. Ça tous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On les lit. Hein. On va essayer d'y répondre de la façon la plus précise possible. On en répond à plusieurs pendant notre. Et on en a répondu déjà à plusieurs. On essaie de sélectionner, si vous voulez, les questions les plus pertinentes par rapport à la présentation, puis on répondra aux autres après. On avance. Non, la troisième structure qui est quand même très intéressante et qui peut être méconnue, c'est la SARL de famille. Et on tenait à vous la présenter parce que c'est un peu le meilleur des deux mondes entre la SCIR et la SAS. C'est-à-dire que vous allez être en SARL, donc la SARL c'est une structure commerciale, donc elle va pouvoir faire du meublé. Donc le meublé, on le verra tout à l'heure, c'est un régime très intéressant. Ouais. Donc là, voilà, on peut être dans la SARL de famille et faire du meublé et bénéficier de la translucidité. Donc en fait, comme la SCI, donc comme je disais tout à l'heure, donc ça veut dire dans ce cas-là, c'est l'associé qui est imposé directement sur les revenus de la SARL de famille ou qui reçoit les déficits de l'activité. Là, il y a un point important, c'est que évidemment, qui dit SARL de famille dit famille. Donc, pour pouvoir constituer une SARL de famille, il faut être de la même famille, c'est-à-dire entre parents, enfants, grands-parents, époux, frères et sœurs. C'est nécessaire. Ouais. Et il y a un point d'attention, je pense que tu voulais en parler, Laurent. Ouais, j'ai un point d'attention. Alors, plusieurs micro-points, puis après on va avancer parce que l'heure tourne. Oui. SARL de famille dit famille. Attention. On le voit, notamment dans le cas, par exemple, de divorce. Si vous divorcez, vous étiez associé, par exemple, avec votre époux, avec votre épouse, ça peut avoir une conséquence de remise en cause du statut de la SARL de famille. Donc, il faut prévoir dans les statuts. Faut prévoir dans les statuts. Céder les parts avant de divorcer. Deuxième point, on dit que c'est de la location meublée seulement, ce qui veut dire que si vous faites de la location nue dans une SARL de famille, vous ne bénéficiez plus du régime de transparence fiscale, vous passez automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Donc, vous perdez le bénéfice du régime de la SARL de famille. Troisième point, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, mais encore une fois, ça dépend de chacun, c'est parce que vous avez la transparence fiscale, vous avez en fait, alors même que vous avez la transparence fiscale dans la SARL de famille, et qu'en fait, vous bénéficiez des abattements pour durée de détention dans le cas de cession, et vous pouvez avoir une plus-value qui est exonérée, comme si vous détenez du bien en direct.
vous bénéficiez également de la possibilité de faire des amortissements du bien pendant la vie de la structure. Ce qui n'est pas possible quand vous êtes dans une SCI à l'IR en revenu foncier classique. Ça me permet de répondre à une des questions que j'ai vues passer. SCI à l'IR, pas d'amortissement. SARL de famille ou SAS, amortissement possible. Ce qui est particulièrement intéressant pendant la vie de la structure, parce qu'en général, ça réduit la base d'imposition à 0 et en principe, il n'y a pas de fiscalité. Voilà. Juste des petites questions là que j'ai vues, je réponds très rapidement. Il n'y a pas de capital minimum dans la SAS et les coûts comptables vont être identiques quand on est en SCI IS ou en SAS à l'IS. Et un autre point très important, je reviens sur les mineurs dans la société, donc j'avais dit qu'on pouvait nommer un administrateur provisoire. C'est pas obligé de le nommer dans les statuts, on va pouvoir le nommer. Moi, j'avais un dossier, par exemple, où on a voulu faire des dons, des donations de parts sociales, justement démembrées. Donc, on voulait faire rentrer un enfant dans la structure. Donc, on a utilisé le démembrement pour optimiser la transmission en limitant les droits de donation. Et dans ce cas-là, on a nommé l'administrateur dans l'acte notarié de donation. Donc, c'est un point intéressant. All right. On avance. Oui, on avance. On va vous parler un peu de fiscalité, parce que c'est quand même très intéressant. Peut-être mettre directement le tableau. Oui, voilà. Donc, comme on l'a dit, la fiscalité des structures qu'on vous a présentées, elle va être différente selon qu'on est dans une structure translucide ou opaque. Donc, on va parler en premier lieu des structures translucides, c'est-à-dire la SCI à l'IR ou la SARL de famille. Et donc, dans ce cadre-là, on va être dans l'impôt sur le revenu. Donc, on vous a fait un tableau pour récapituler un tout petit peu les choses. Donc, sur la partie gauche, pour rappeler, si on est dans la SCI à l'IR, on va faire de la location nue. Donc, on va être imposable dans le cadre du régime des revenus fonciers. Donc, dans ce cas-là, soit on va être en micro-foncier si on n'a pas beaucoup de revenus, c'est-à-dire inférieur à 15 000 €. Donc, on sera imposé au barème de l'impôt sur le revenu, à la tranche marginale, mais on aura un abattement de 30%. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je veux dire, l'abattement de 30%, c'est sans regarder le niveau des charges globales. Bon, souvent, ce qui est préférable de faire, et ce qui est le cas dans les deux régimes, soit revenu foncier, soit meublé, on verra juste après, c'est d'opter pour le régime réel. Parce que le régime réel, il va vous permettre de déduire beaucoup plus de charges. Il va falloir regarder effectivement entre ce qui est le plus favorable, entre le micro pour bénéficier d'un abattement ou déduire la réalité, les charges réellement exposées. Mais généralement, dans le cadre d'un investissement, ce qui va être intéressant, c'est de bénéficier du réel pour déduire notamment les travaux. Donc, ça va être un point très important en matière de revenus fonciers. Vous voyez, j'ai noté que les charges déductibles, vous allez déduire la prime d'assurance, les travaux, les impôts, etc. Avec une grosse différence quand même, Céline. Alors, la différence majeure… Entre meublé et nu, il y a une grosse différence sur la déduction des travaux. Voilà. Donc, le point très particulier, c'est donc comme… je reprends. Donc, on a dit SCI à l'IR, je fais du nu, je suis en revenu foncier. Je suis sinon en SARL de famille, je fais du meublé. Et donc, dans ce cas-là, je suis en régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, avec des différences d'imposition. Donc, dans le cas de la location meublée, et comme le disait Laurent, on va pouvoir déduire beaucoup plus de choses en meublé qu'on ne peut déduire en revenus fonciers. Et notamment en ce qui concerne les travaux, ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous faites des gros travaux, vous n'allez pas pouvoir les déduire en revenus fonciers. C'est-à-dire en revenus fonciers, on va vous permettre de déduire tout ce qui est travaux d'amélioration, de réparation. Si vous faites de la rénovation, vous allez pouvoir les déduire directement. En revanche, si vous faites des gros travaux, ça va être par exemple, j'en sais rien, ravalement de façade, des travaux de toiture, des travaux… Vous cassez un mur porteur parce que vous faites un investissement, vous voulez faire un studio, vous cassez un mur porteur, ce genre de choses. Vous installez un ascenseur dans l'immeuble, j'en sais rien. Dès lors qu'on touche aux gros œuvres, en fait, finalement, ça va être des travaux qui ne seront pas déductibles des revenus fonciers. Donc, dans ce cas-là, il va avoir un intérêt majeur, peut-être, à se placer dans le régime du meublé pour pouvoir utiliser à plein la déduction fiscale liée aux travaux. C'est en général pour ça que vous voyez quand vous regardez sur… vous pouvez avoir des publications sur Internet ou si vous regardez des vidéos, ce genre de choses qui vous dit parfois que la location meublée fiscalement, pourquoi c'est plus intéressant, etc. En général, c'est parce que vous avez justement l'amortissement. C'est l'amortissement qui fait vraiment la différence entre le revenu foncier et le BIC, le revenu en location meublée, parce que vous avez la possibilité de faire des charges déductibles, notamment de l'amortissement. Et vous avez également la possibilité, dans le meublé, de venir amortir les frais d'avocat, le frais de notaire, le frais de l'agent immobilier,
ce genre de choses. Voilà. Donc, vous augmentez en fait le quantum de charges déductibles. Et d'ailleurs, je voulais faire, pour montrer vraiment l'intérêt du meublé et donc de l'amortissement. Donc, on peut déduire l'amortissement dans le cadre du meublé, ce qu'on ne peut pas faire dans le revenu foncier. Je veux juste prendre un petit exemple très pratique sur un dossier que je suis en train de traiter. Donc, en fait, on a un client qui a un patrimoine très important de 6 millions d'euros, donc c'est quand même assez rare. Il a à la fois des revenus fonciers, à la fois du meublé. Donc, il a des revenus fonciers sur un bien, il a 16 000 euros de revenus bruts. Donc, ça lui fait grosso modo 10 000 euros de revenus nets qui sont imposés. Et sur ce montant-là, il a 4 000 euros d'imposition. Donc, ça veut dire que ces revenus fonciers sont imposés à 25%, grosso modo. En revanche, il a beaucoup de biens en meublé. Pour dire, il a 200 000 euros par an de loyer. Donc, c'est quand même assez faramineux en matière de meublé. Et donc, ce qui est exceptionnel, c'est que grâce notamment à l'amortissement et à la déduction d'autres charges, mais surtout à la charge d'amortissement, sur ces 200 000 euros de loyer meublé, il va payer 0 d'imposition. Donc, vous voyez, 16 000 euros de revenus fonciers, il va payer 4 000 euros d'impôt. Alors, sur ces 200 000 euros de loyer meublé, il ne va rien payer du tout. Et tout ça grâce au phénomène de l'amortissement. Donc, c'est quand même assez exceptionnel et c'est vraiment l'intérêt majeur du régime du meublé. Je ne sais pas si on a des questions de cette aspect. Peut-être, Laurent, il y a une question vraiment assez classique, je pense, et Céline, de Fabien. Que se passe-t-il en cas de revente dans le calcul de la plus-value si on a amorti totalement le bien? Oui. Très classique, mais toujours intéressant de repréciser cette question. Ouais. Alors, c'est notre slide d'après. Ça nous permet de passer au slide d'après. Ah ben voilà. Donc, effectivement, on a là, dans le nouveau slide, c'est la partie gris foncé en bas. Donc, en fait, on a deux régimes différents selon qu'on est en location nue ou selon qu'on est en meublé. Bon, il y a une subtilité, on ne va peut-être pas revenir plus avant, enfin, en gros, en détail sur ce point, mais quand vous êtes en meublé, vous avez deux régimes. Soit vous êtes en loueur en meublé non professionnel, soit vous êtes en loueur en meublé professionnel. Et dans ce cadre-là, il y a un régime de plus-value qui est totalement différent. Et quand on est en non professionnel, loueur en meublé non professionnel, grosso modo, c'est qu'on a des recettes inférieures à 23 000 euros ou que ces recettes immobilières sont inférieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal. Ce qui est en général le cas le plus courant des personnes qui font de l'immobilier patrimonial. Parce que, généralement, les gens en général, on construit un patrimoine immobilier. Par exemple, le client qu'on a eu, qui était un client, alors c'était un non-résident, oui. Il avait des revenus, il avait ses 200 000 euros, donc il avait un patrimoine en fait qu'il avait construit petit à petit de 6 millions d'euros, mais il avait des revenus à côté professionnels très importants, et les 200 000 euros de revenus fonciers étaient loin d'être... alors c'était au-dessus de 23 000 euros de recettes, mais c'était loin d'être au-dessus de ses revenus professionnels du foyer fiscal, et alors même qu'il a des revenus très importants, il était toujours dans le LMNP. Donc c'est quand même le cas qu'on rencontre le plus fréquemment. Ouais. Et disons que c'est le cas le plus favorable parce qu'effectivement, dans le cas du LMNP, on peut bénéficier donc de la vie durant, quand on détient le bien, on va pouvoir déduire l'amortissement, mais ce qui est exceptionnel, c'est que quand on va céder le bien, on ne va pas réintégrer les amortissements dans le calcul. Donc ça, c'est extrêmement important, et ça ne va pas augmenter notre plus-value à hauteur des amortissements. Alors que si on est en loueur en meublé professionnel, là, dans ce cas-là, on va devoir tous les amortissements qu'on a pu déduire la vie durant, pendant la détention du bien, on va être obligé de les réintégrer, disons, dans le prix d'acquisition du bien, ce qui va augmenter notre plus-value à du concurrence. Donc, voilà, c'est l'intérêt majeur du LMNP, c'est de ne pas réintégrer les amortissements. Donc, on a un peu un double effet qui se coule, c'est qu'on a des déductions d'amortissement de la vie durant qui permet de réduire l'impôt, et quand on cède, finalement, on ne va pas reprendre ce qu'on vous a donné. Et l'autre intérêt du LMNP, c'est qu'on va bénéficier, comme dans la SCI à l'IR, donc en revenu foncier, des abattements pour durée de détention, comme quand on détient un bien en direct, un immeuble en direct. Et c'est-à-dire, ça permet d'avoir une exonération totale de plus-value à partir de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu et à partir de 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Bon, c'est sûr, c'est des durées de détention qui sont longues, mais à partir de la détention, à partir d'une certaine durée, ça va permettre de réduire quand même substantiellement la plus-value.
qui sinon, en matière de revenus fonciers ou de loueurs en meublé non professionnels, serait imposé à un taux global de 36,2% si on intègre à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Ouais. On passe à la SAS. Oui, on passe à la SAS. Tiens, ouais, reste sur l'autre slide. La SAS, c'est juste pour refaire un point qu'on a fait au départ. On a du coup 2 niveaux d'imposition. Un niveau d'imposition au niveau de la société, en sachant qu'un des avantages de la SAS, c'est qu'on est imposé jusqu'à 15%, enfin à 15% jusqu'à 38 120 € de résultat fiscal positif. On l'a vu, en fait, notre client, s'il avait mis ses biens en société, et qu'il avait également, puisqu'en société, on peut également amortir les biens, on voit qu'en fait, même avec 200 000 € de revenus locatifs, il n'aurait pas payé finalement il n'aurait pas payé d'impôt. Donc, pour arriver déjà, quand on est dans une logique de construction de patrimoine, pour arriver déjà à un bénéfice, un résultat fiscal qui est taxable de 38 120 €, c'est qu'en général, soit on est sur plutôt la fin de l'investissement, c'est-à-dire qu'on a passé déjà beaucoup d'amortissements, on a amorti une grosse partie du bien, on a amorti les frais de notaire, de l'agence immobilier, de l'avocat, du gestionnaire de patrimoine, voilà, ce genre de choses. Donc on arrive plutôt en fin de vie de l'investissement. Et quand on reçoit donc ces revenus, on est à 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfices, 38 120 € de bénéfices. Ce qui est plutôt intéressant, en gros, c'est que ça permet, en général, quand on est dans une société à l'IS, de générer en fait des poches de cash à l'intérieur de la société. C'est pour ça qu'au début de la présentation, on disait qu'il fallait pas forcément avoir besoin d'une trésorerie à court terme ou d'ajouter ses revenus au fil de l'eau. C'est quand ça permet en général de générer des poches de cash à l'intérieur de la structure qui sont réinvesties dans d'autres biens pour faire de la construction de son patrimoine avec une acquisition de biens immobiliers multiples. Quand on fait la distribution du résultat, par contre, on a donc un deuxième niveau d'imposition, c'est quand le cash est sorti de la SAS, on a une imposition au niveau de l'actionnaire de la SAS. Quand c'est une personne physique, c'est la flat tax à 30%. Quand c'est une autre société, à partir du moment où on a un régime qui s'appelle le mère-fille, c'est-à-dire quand on détient au moins 5% de la société, on peut avoir une fiscalité très réduite puisque le taux effectif d'impôt est de 1,33%. Donc, dans une logique de construction de patrimoine, et on le verra peut-être si on a le temps, puisque je vois qu'on est quasiment à l'heure, dans l'exemple ensuite, on peut mettre en place des schémas qui permettent de faire des circulations de cash avec des taux d'impôt qui sont quand même très réduits. Si on passe sur la slide d'après, on voit une cession des actions en matière de plus-value, cession des actions de la SAS versus cession de l'immeuble par la SAS. Alors, la cession des actions de la SAS, c'est relativement théorique parce qu'en général, les acquéreurs n'aiment pas acheter des structures. Ils achètent le bien directement à la structure. C'est la partie à droite de la slide. C'est en général l'option retenue par l'acquéreur. La problématique avec ça, et c'est une problématique qu'on retrouve sur tous les dossiers, c'est qu'ensuite on a le cash est au niveau de la structure et il faut pouvoir sortir le cash de la structure. Et un des avantages de faire de l'amortissement quand on est dans une structure, c'est qu'on a un résultat comptable qui est très dégradé et la distribution du cash du coup peut être compliquée. Ce qui fait que quand vous êtes dans par exemple une logique de construction patrimoniale, il peut être opportun d'avoir une structure dédiée à chaque investissement immobilier. C'est vrai que ça augmente un petit peu le coût de fonctionnement des structures, mais quand on parle d'un patrimoine relativement important, en fait, ça représente vraiment même pas un pourcentage, 1%. Mais ça peut être une solution quand on veut récupérer le cash à la fin et qu'on a un résultat comptable très dégradé et qu'en fait on n'arrive pas à se distribuer le cash par dividende, de liquider la structure. Et si on a des biens à côté dans la même structure, ça peut être compliqué de liquider vu qu'on a des autres investissements immobiliers dans la structure. Et c'est en général l'option retenue par un acquéreur, c'est d'acheter directement le bien à la SAS. On vous a quand même mis l'option de la cession des actions par l'associé, enfin par l'actionnaire de la SAS, où là c'est de la plus-value PFU à 30% également. Donc si vous cédez la SAS qui est à prépondérance immobilière parce qu'elle détient un bien immobilier, vous êtes fiscalisé à 30%. En général, c'est pas l'option retenue parce que
Vous allez avoir une négociation sur l'impôt latent qui est à l'intérieur de la société avec l'acquéreur, donc ça va venir vous diminuer le prix. Vous allez avoir une discussion avec l'acquéreur, puisque lui, il va récupérer des parts de société qu'il ne peut pas amortir, et l'amortissement se fait au niveau de la société. Donc, si vous avez déjà un bien depuis plusieurs années, en fait, il va récupérer un bien dont les amortissements vont quasiment s'arrêter ou vont s'arrêter, donc il va commencer potentiellement à être fiscalisé sur les revenus. Donc, ça, en général, ça ne l'intéresse pas. Qui passe directement sur l'achat du bien. Slide d'après. Bon, slide d'après, on va aller très vite. Ça, c'était un schéma qu'on avait fait pour 2 clients. On leur avait mis en place une SAS. Déjà parce qu'ils étaient 2, c'était des investisseurs qui n'étaient pas de la même famille. Il y en avait un qui avait des connaissances en droit immobilier avec un gros réseau en immobilier et l'autre qui avait été un entrepreneur assez successful, donc il avait beaucoup de liquidités à investir. Et donc, ils se sont associés dans une structure de type SAS. Les structures XY, en fait, c'était des holdings patrimoniales qu'ils avaient. Ils avaient constitué une SAS qu'on appelle Newco, là, sur la slide, qui était une holding commune qui allait pouvoir permettre d'investir dans des véhicules qui détenaient de l'immobilier. Et en fait, il y avait un véhicule par projet immobilier. Et on voit dans cette slide que quand un véhicule de type SAS à l'IS détient un autre véhicule de type SAS à l'IS et qui détient un bien immobilier, qu'on cède le bien ou qu'on cède les parts, on a la même fiscalité, qui est une fiscalité au taux de droit commun de l'IS, donc 26,5. La seule différence quand c'est la structure le plus bas qui cède le bien immobilier, c'est qu'il faut remonter le cash. Et donc, on peut avoir un très petit frottement, puisque quand on arrive à bénéficier du régime RFI, on a un régime à l'IS à 33% sur le cash qui est distribué aux structures de dessus, ce qui leur permettait, en fait, comme ils faisaient plusieurs structures avec plusieurs actifs immobiliers, de faire des achats, rénovations, reventes et de remonter le cash au niveau de la Newco avec un frottement fiscal qui était quand même relativement faible. Et donc, du coup, de réutiliser le cash qui était généré au niveau de la Newco pour refaire des investissements et pour abonder, pour faire des investissements au niveau de structures qui étaient dédiées en dessous. Donc ça, c'est vraiment seulement un exemple de ce qu'on peut faire au cabinet, quoi. Voilà. Et donc, on va conclure, puisqu'on voit qu'on est déjà en retard. Donc, un petit mot. Donc, une conclusion. Alors, la conclusion, c'est évidemment structure en fonction des besoins de chacun. C'est ça. On a essayé de montrer, en gros, les grandes tendances des structures, même si c'est pas forcément vrai à chaque fois, mais c'est quand même ce qu'on voit, nous, dans nos dossiers. Céline, tu veux faire la location ? Le premier point, c'est de se dire, voilà, pour choisir la structure, il y a différentes questions qu'on va devoir se poser en synthèse. Dire, par exemple, est-ce que je veux louer nu ou est-ce que je veux louer meublé ? Ça va déjà me permettre d'éliminer certaines structures. Si je sais que je veux faire du meublé, je sais que je ne pourrais pas utiliser la SCI AIR. Si je sais que je veux faire les deux, du nu ou du meublé, je vais pouvoir utiliser très facilement la SAS à l'IS. Après, l'autre question, ça va être de dire, par exemple, est-ce que je veux faire des gros travaux ou est-ce que je ne veux pas faire de travaux ? Si je sais que je veux faire des gros travaux, on a vu qu'utiliser la SCI à l'IR, ça ne va pas être une bonne idée parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser à plein la possibilité d'amortir ces travaux ou de les déduire. Donc, si je veux, par exemple, investir en famille, voilà. On peut aller vers la SARL de famille. Si on veut investir, par exemple, comme dans le cas qu'on a présenté juste avant, avec entre tiers, avec des connaissances, parce que vous voulez vous mettre avec des amis ou des personnes qui veulent faire des projets immobiliers de location, de location nue, de location meublée, d'achat-revente, ce genre de choses, on va en général plutôt aller vers la SAS. Voilà. Et la SARL de famille pour de la location meublée, pour construire un patrimoine en famille, c'est-à-dire avec votre époux, votre épouse, vos enfants. Voilà, il faut rester dans cette perspective d'investissement. Donc déjà, rien que dans la tendance de l'investissement, que ce soit du nu, du meublé, entre tiers, en famille, etc., ça détermine plutôt déjà une structure. On vous a mis du coup un tableau, des espèces de bullet points sur la droite de la présentation, où on est sur la location nue. On met conservation longue parce qu'on va pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention avec une plus-value exonérée au bout de 30 ans. Gestion d'un bien à plusieurs parce que la SCI, il faut être au moins 2 associés. La transmission parce que c'est en général, mettre en place une structure, c'est en général dans tous les cas une volonté de transmission en général à ses enfants. Hein, on le voit souvent dans nos dossiers. Voilà. Donc, simplicité, parce qu'il n'y a pas de compta et c'est la seule structure, finalement il n'y aura pas besoin de compta. Ouais. Donc ça peut être aussi un choix. Hein.
Voilà, alors, il est 11h35, hein, on a essayé de faire vite Merci. sur un sujet complexe, mais voilà, on espère que ça a été complexe et passionnant. Il a généré un certain nombre de questions. Peut-être, Laurent, Céline, si vous voulez choisir quelques questions, malheureusement, je m'excuse d'avance auprès de tout le monde, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais il y a quelques questions que vous pourriez peut-être choisir parmi le lot de questions qui n'a pas arrêté de fuser. Alors moi, j'avais noté quelques questions effectivement au départ, puis après, c'est vrai que ça s'est emballé, donc j'ai pas Alors suivi tout. peut-être J'avais noté, ouais. une question, quel est le coût de l'apport d'immeuble à une SAS? Question simple. Alors, ouais. Plusieurs coûts. Plusieurs coûts, ouais. Donc, premièrement, s'il y a une plus-value sur le bien, il va falloir payer la plus-value, donc ça va être 36,2%. Sous réserve des abattements durée de détention si la personne qui apporte le bien le détenait déjà depuis plus de 5 ans. Et ensuite, il y a aussi un droit d'enregistrement de 5,8% à payer par la SAS. Et ce droit d'enregistrement, il est dû dès lors que la structure est à l'IS. Donc, on a ces 5,8%. Et on aura aussi les frais de notaire si on veut recourir. On sera obligé d'ailleurs de recourir à un notaire dans ce cadre-là, puisque on va changer le propriétaire du bien immobilier. Ouais, tout à fait. Plus-value. Alors, il y a d'autres techniques. Il y a d'autres techniques pour mettre des biens dans une structure, notamment dans une vision patrimoniale de transmission, qui peut être plus favorable. Et c'est ce qu'on rappelait en fait au tout début dans le préambule. Hein, c'est quand on est dans une perspective de donation. Notamment, on peut le faire avec des frais réduits. Notamment si aussi on joint à ça un endettement bancaire de la structure qui peut racheter le bien. Enfin voilà, il y a d'autres types de... Si on donne effectivement et qu'on est dans le cadre des abattements de 100 000 € par parent par enfant, on va pouvoir quand même ne pas payer de droit de donation. Donc voilà, ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire. Peut-être mettez le dernier slide pour que les participants puissent voir les contacts au sein du cabinet et au sein de l'IMO. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être une ou deux dernières questions, Laurent, Céline, si vous avez encore 2 minutes, parce que malheureusement, encore une fois, je m'excuse, mais on ne pourra pas toutes les prendre. Vous avez les contacts sur le slide. Là, n'hésitez pas à passer par nous ou à les contacter directement. Peut-être une question de Nathalie, une question. Passage de nu à... Ouais, vas-y Laurent. Non, j'avais une question intéressante de Fabien qui demandait qu'est-ce qui se passe-t-il en cas de revente dans le calcul de la plus-value si on amortit totalement le bien, ce qui est une question effectivement très fréquente quand on fait de l'amortissement, notamment dans des structures type SAS. Hein. Du coup, ça vient augmenter le montant de plus-value qui va être soumis à l'impôt. Puisque quand on amortit, forcément… Alors après, ça dépend. Ce que Fabien avait en tête, est-ce que c'était de la location meublée non professionnelle, est-ce que c'était dans l'intérieur d'une structure? Mais on l'a vu, hein, vous le retrouvez d'ailleurs dans nos slides, il y a des structures pour lesquelles ça va venir augmenter la plus-value soumise à l'impôt. Il y a des situations dans lesquelles en fait, on va amortir fiscalement le bien, mais ça ne va pas se refléter au moment de la vente dans le calcul de la plus-value, notamment ça va être le LMNP. Notamment dans LMNP, si vous le détenez en direct, en fait, vous allez amortir, mais ça ne va pas se refléter dans la plus-value. Voilà. Et juste un point aussi dans ce cadre-là, par exemple, si on a amorti et qu'on est dans une SAS à l'IS, on va pouvoir bénéficier des déficits qu'on a générés au fil du temps pour réduire l'imposition sur la plus-value. Moi, j'ai une question. Quand on possède un meublé, est-il possible de le faire racheter par une SARL de famille? Quelles sont les obligations fiscales ou comptables? Donc, encore une fois, oui, c'est possible. Et donc, c'est ce qu'on vient de se dire. Voilà, est-ce qu'il y a une grosse plus-value latente sur le bien? Auquel cas, ça peut faire un coût important. Et là encore, si on fait un achat, il y a aussi un droit d'enregistrement. C'est de la même manière que si on fait un apport du bien. Donc, vous avez effectivement des coûts liés au passage du meublé en direct à la structure. Donc l'idéal, c'est évidemment d'acheter directement et de le placer directement en structure. Mais c'est possible, il faut faire des simulations pour voir quels sont les coûts et si c'est intéressant, à quel stade on en est de la plus-value, de l'amortissement, etc., pour voir le coût fiscal lié à cet apport ou à ce rachat.
Beaucoup de questions. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le replay sera disponible peu de temps après. Vous recevrez normalement un lien vous donnant accès au replay. Par ailleurs, il sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne, sur la chaîne de Limo. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous recevrez sur demande également une synthèse des slides. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je vous les transférerai. Je vois, encore une fois, je suis désolé, ça fait 1h10 que nous sommes en ligne et nous allons devoir vous quitter. Malheureusement, il y a des dizaines de questions à lesquelles on n'a pas pu répondre. Ça a eu beaucoup de succès. Je vous remercie beaucoup. Non, ouais, non, Céline. Non, on voit, il y a Quentin qui met beaucoup de questions sur le social. Non, mais il a tout à fait raison. Et il a raison, hein. Il a tout à fait raison. Alors, voilà, une dernière réponse sur le social. Voilà, on pourrait faire une présentation d'1 heure rien que sur le social, notamment parce qu'il y a eu une réforme très récente sur la location meublée. On en a mis un tout petit bout du social. On a mis un tout petit bout sur le slide 13. Mais effectivement, le social, mais le social, effectivement, c'est essentiel. Notamment pour les locations de courte durée qui maintenant vont tomber dans le champ des cotisations sociales. Mais malheureusement, voilà, on pourra pas détailler tout ça compte tenu du temps. Mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire. Tout à fait. Avec le cabinet IH. N'hésitez surtout pas à les contacter, ils sont là pour ça. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des questions sur vos investissements. Nous, on était ravis d'organiser ce webinaire, ce premier webinaire avec IH. Merci à tous, vous étiez très nombreux pour votre participation. Merci pour toutes vos questions qui étaient passionnantes. Oui. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain webinaire thématique. Alors, on en aura un très bientôt avec un promoteur sur à la fois du produit et de la fiscalité. Et puis, très probablement avec le cabinet IH d'ici l'été. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci merci beaucoup à tous les participants et merci pour vos questions.